C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Alors, les élections européennes approchent. Le 9 juin prochain, on votera pour désigner les députés européens. Les débats s'enchaînent et les candidats s'affrontent. Emmanuel Macron fait campagne à hauteur de président. En début de semaine, en Allemagne, il a appelé les Européens à se réveiller contre les vents mauvais. En clair, l'extrême droite qui prend du poids et des points dans les sondages. En France, la liste du Rassemblement national oscille entre 30 et 33%. Une campagne agitée aussi par le conflit entre Israël et le Hamas, provoquant des incidents jusqu'au cœur de l'Assemblée nationale. À 10 jours des élections, les jeux sont-ils faits ? On en parle avec Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur général opinion de l'IFOP. Bonsoir à vous. Bonsoir Catherine Tricot. Bonsoir. Directrice de la revue Regard, merci d'être là. Et bonsoir à vous, Carole Barjon, éditorialiste politique. Bonsoir. Donc tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le dernier rolling quotidien IFOP pour Le Figaro, LCI Sud Radio. Là, on voit les chiffres. Voilà, 33,5 pour le Rassemblement national, Renaissance 16, Glucksmann, le PS 14, les Républicains 7%, LFI 7%, les Écolos 6,5 et Reconquête d'Éric Zemmour et Marion Maréchal 6,5. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça ne bouge pas réellement. Donc la question, c'est Gabriel Attal a affronté Jordan Bardella. Emmanuel Macron se démène sur la scène internationale et il crie au loup depuis Dresde. Mais visiblement, ça ne fait pas bouger les lignes ni les sondages. Le RN reste en tête alors que les autres listes quand même fluctuent un petit peu. Seul le Rassemblement national reste sur son socle. Oui, c'est vrai, on arrive dans la dernière ligne droite où traditionnellement à des élections européennes, il peut y avoir des mouvements forts. On se souvient en 2019, la poussée d'Europe Écologie Les Verts dans les derniers jours de la campagne. Là, les choses semblent relativement figées alors qu'on est dans le moment où les têtes de liste s'affrontent dans différents débats. Pour les moins connus, se font connaître. Et c'est vrai qu'on a un rapport de force qui est assez proche de celui qu'on mesurait il y a quelques semaines, avec une poussée quand même du Rassemblement national qui est même monté à 34% avant-hier. Il est à un niveau inédit pour une élection européenne. Rappelons que le Front National de 2014 avait obtenu 25%, ça avait déjà été un véritable séisme. Et puis ce que tout le monde attendait, à savoir un croisement des courbes entre la liste Renaissance de la majorité et la liste PS Place Publique, n'arrive pas vraiment. Des instituts mettent 1 point d'écart, nous mettons 2 points d'écart. Il y a quand même une petite avance pour la liste de Valérie Hayé, mais très clairement, on le voit sur d'autres indicateurs du rolling IFOP fiduciel, on est dans une élection qui ressemble à celle de 2014 ou de 2004, c'est-à-dire le pouvoir en place se fait sanctionner. 4 électeurs sur 10 déclarent vouloir voter pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et du gouvernement. C'est plus qu'en 2019, c'est autant qu'en 2014. Et Valérie Hayé, qui a commencé dans le rolling à 19%, n'est plus qu'à 16%. Il y a même eu une vague où elle était à 15,5 ou 15%. On voit qu'Emmanuel Macron se démène, mais ça ne prend absolument pas. Seuls 10% des Français avaient évoqué dans leur conversation son grand discours de la Sorbonne. Le débat Attal-Bardella a permis de montrer que Gabriel Attal maîtrisait très bien les sujets, mais il n'a pas renversé, c'est le moins qu'on puisse dire, Jordan Bardella. Donc c'est vrai que les choses semblent relativement figées. Il y a un indicateur qui incite, mais il faut être très très prudent. Les choses peuvent arriver dans les dernières heures de la campagne. On se souvient de l'affrontement Bayrou Cohn-Bendit sur France 2 en 2009 qui avait fait monter très fortement Europe Écologie Les Verts et chuter le MoDem de l'époque. On a une part de sûreté du choix qui atteint quasiment 77%. Et traditionnellement, pour une élection européenne, il y a toujours un tiers de gens qui ne savent pas trop, qui changent d'avis en dernière ligne droite. On est sur une sûreté du choix qui s'apparente en termes de niveau à celle mesurée à l'élection présidentielle. Donc Jean-Marie, les leçons de morale dans le fond d'Emmanuel Macron ou les oppositions, on va dire, de Gabriel Attal quand il combat Jordan Bardella sur un plateau, ne servent à rien ? Non, ça sert quand même parce que moi, ce que je pense, c'est que le seul objectif que pouvait essayer de tenir Gabriel Attal, c'était de stopper l'hémorragie. Parce qu'on oublie, vous l'avez cité tout à l'heure, le point de départ de la liste macroniste.
était beaucoup plus élevée, frôlait les 20%, et donc elle était sur une pente descendante extrêmement rapide. Donc le job de Gabriel Attal, c'était de stopper l'hémorragie, ce qu'il a à peu près réussi, puisqu'aujourd'hui, comme l'a expliqué Frédéric, on est dans une situation où elle garde sa seconde place, alors qu'on pensait qu'elle était menacée par Glucksmann. Mais moi, ce qui me préoccupe, et ce que j'aimerais bien les réponses de Frédéric là, sur ce sujet, c'est que le socle n'a pas bougé, comme vous le disiez tout à l'heure. Le socle, Bardella a commencé à 30, il va peut-être finir au-dessus de 30. Et si vous y ajoutez le score de Marion Maréchal, vous êtes avec une extrême droite à 40%. Et ça de façon extrêmement stable, alors que tout autour, ça bouge en effet, et ça s'éparpille un maximum. Donc on ne peut pas d'abord mieux préparer une échéance présidentielle qu'à partir de ce socle-là, mais quelle est la raison profonde de ce basculement de 40% de nos compatriotes vers l'extrême droite. Alors peut-être, ce qui est d'ailleurs le score de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Alors Frédéric va nous répondre, mais peut-être laissons la parole aux femmes. Catherine, alors est-ce que vous pourriez... bien sûr, c'est Frédéric qui connaît aussi bien l'opinion, mais vous, ce socle qui ne bouge pas, comment vous l'expliquez aujourd'hui? Alors, on voit que la chute de LFI est assez compréhensible. En revanche, cette montée inexorable du Rassemblement national paraît étonnante. Oui, mais c'est vrai que, en fait, Jordan Bardella et Marion Maréchal, ensemble, réussissent à retrouver les voix de l'extrême droite. Ceci étant, ça ne répond pas complètement à la question, puisqu'en fait, quand on regarde dans le détail vos études, on voit qu'en fait, ils élargissent. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas simplement qu'ils retrouvent les électeurs de Marine Le Pen du second tour, notamment, c'est qu'en fait, ils sont en train d'élargir. Et ils élargissent sur des champs qui sont vraiment préoccupants, notamment la jeunesse. Enfin, moi, je trouve que celui qui me paraît le plus inquiétant, c'est celui de la jeunesse, parce que ça veut dire qu'on a une partie de la population qui se politise et rentre en politique autour de la figure de Jordan Bardella, qui trouve le moyen de leur parler, ça leur donne une identification, enfin, ils arrivent à s'identifier à Jordan Bardella. Alors je pense que ça, il faudra certainement le déconstruire. Enfin, quand je dis le déconstruire, pas argumenter contre, il faudra le comprendre profondément. Qu'est-ce qui séduit ? C'est une discussion en famille que nous faisons. Frédéric va nous répondre. Qu'est-ce qui met dans Jordan Bardella ? Mais dans le fond, Carole, Emmanuel Macron avait ce même calcul avec Gabriel Attal, qui sait parler aux gens, qui ne fait pas des longues phrases, des formules latines. Il sait, tout comme le choix de Rachida Dati qui parle cash, il a quand même choisi des personnalités qui ne lui ressemblent pas pour justement affronter cette période-là. Le problème, c'est lui. Donc, il peut mettre qui il veut. À partir du moment où ces élections européennes sont pour partie, puisque Frédéric venait de le dire, une sorte de référendum anti-Macron, enfin, il y en a beaucoup qui veulent le sanctionner. Au fond, le talent de Gabriel Attal ne suffit pas. Et là, ce qui a été perçu par pas mal d'observateurs comme une contre-performance de Bardella, enfin, en tout cas où il n'avait pas marqué de points. Oui, mais ça, c'est les journalistes. Où on a perçu quelques faiblesses quand même sur le fond, etc. Au fond, on voit bien que ça n'a absolument aucun effet sur les sondages. Et je rejoins tout à fait ce que disait Catherine Tricot à l'instant. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a un électorat qui s'élargit. Les jeunes il s'élargit parce qu'il va aller voter. Mais c'est pas nouveau, hein, les jeunes. Ça fait un moment que les jeunes votent pour le Rassemblement national. Simplement là, il y en a de plus en plus. Frédéric confirmera ou pas. Et si j'ai bien lu aussi les analyses de sondages, il y a aussi maintenant les retraités qui avant étaient majoritairement pour Emmanuel Macron. Donc ça finit par faire du monde. Mais ça, Catherine l'a expliqué depuis longtemps, c'est à cause de la réforme des retraites. Non, mais peut-être, mais bon. Alors, Frédéric, c'est pas faux pour les retraités issus des catégories fait populaires. Non, mais l'effet jeunesse. C'est vrai que ce qui est très très intéressant, c'est la capacité de Jordan Bardella à élargir le socle du RN. Marine Le Pen a mis fin au jean-marisme, c'est-à-dire au vote traditionnel du RN, seulement fort chez les hommes, chez les ouvriers des catégories populaires, les personnes sans diplôme. C'est toujours le cas. Dans notre ligne du jour, par exemple, il faut fiducial, 53% des ouvriers qui voteraient choisiraient la liste Bardella, mais ça a été fortement élargi au salariat
Jordan Bardella fait des 40, des 44% Mais- auprès des salariés privés et effectivement de la jeunesse. Et là, je nuance Mais un peu ce que vous pourquoi dites, Oui. Caroline. Carole. Carole, pardon. Carole, c'est la fatigue. Carole, Pas grave. c'est d'une part, le FN était très bon chez les jeunes de 25 à 35 ans, c'est-à-dire la jeunesse de l'insertion, celle qui avait du mal à s'insérer. Chez les primo-votants, ceux qui votaient pour la première fois, Jean-Marie Le Pen en son temps n'était pas mauvais, mais par exemple, en 2019, c'était Yannick Jadot qui est arrivé en tête. En 2022, c'était naturellement Jean-Luc Mélenchon. Et là, dans l'enquête IFOP Anna Sèche qui a été réalisée, qu'on réalise avant chaque grande élection, 32%, c'est quasiment son score global des primo-votants, choisirait Jordan Bardella. Je pense qu'il y a un effet proximité identificatoire. Il nous ressemble. Ouais. Quelqu'un qui parle énormément sur les réseaux sociaux. Et n'oublions pas qu'on est dans un basculement jamais vu des moyens d'information utilisés par les jeunes par rapport aux moins jeunes sur l'élection. Le premier vecteur chez les jeunes, TikTok. Deuxième vecteur, Instagram. Alors la télé est bien sûr citée, mais c'est parce qu'on la voit on la voit éteinte dans le salon de ses parents. Mais on est vraiment dans un vrai basculement. Et également, vous avez raison de le dire, le vote des retraités. Dans notre rolling quotidien, on a quasiment un quart des retraités qui choisissent le vote Bardella. Donc, bien sûr, le RN n'est pas à l'abri de ce qui lui est arrivé en 2021 au régional, où une abstention beaucoup plus forte que prévu a asséché le vote RN. C'est possible dimanche 9, mais c'est moins probable parce que c'est un parti qui devient maintenant attrape-tout. Alors, je voudrais quand même qu'on étudie les différents scénarios sur la base de ces chiffres qu'on peut revoir, donc de votre rolling du jour IFOP pour le Figaro LCI Sud Radio. Les scénarios, si ce dimanche 9 au soir, on a effectivement cela, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Jean-Marie, on peut essayer de faire de la politique un peu fiction, parce que c'est pas tellement de la fiction, puisque généralement, si tous les sondages se mettent d'accord, on peut imaginer que c'est ce qui va se passer. Il y aura quoi? Un changement de Premier ministre? Qu'est-ce que ça va changer dans la donne sur la scène politique française? C'est vrai que c'est un des grands paradoxes de ce scrutin, c'est que à la fois l'Europe a montré ses performances pour le bien de tout le monde, et en même temps, les circonstances historiques font qu'elle est de plus en plus nécessaire. Et pourtant, le déterminant du vote, c'est vraiment le pouvoir d'achat, le rejet d'Emmanuel Macron, donc on vote contre Macron. Donc au point de départ, c'est une élection qui ne mérite pas d'interprétation, puisqu'on élit un Parlement européen, on élit des députés au Parlement européen. Mais là, tout se passe comme si il va y avoir une interprétation de politique intérieure. Et donc après, c'est difficile d'en parler maintenant ou de dire ce qui peut se passer, parce que tout va dépendre de l'effet de souffle. Il va y avoir un effet de souffle. Selon le score de Bardella, le score de la liste macroniste, etc., l'opinion va réagir d'une façon plus ou moins émue, ou plus ou moins choquée, ou plus ou moins... Et donc, de cet effet de souffle vont sortir de la part des oppositions, ici une demande de dissolution, là une demande de démission du président de la République, sans compter que les oppositions sont en train de préparer une motion de censure. Et donc, est-ce que Emmanuel Macron pourra tenir sans bouger? Est-ce qu'il sera obligé de sacrifier son Premier ministre? Est-ce qu'il faudra aller au-delà et peut-être, au lendemain d'une censure, dissoudre l'Assemblée nationale? Voilà, tout va s'ouvrir. Tous les mais scénarios encore sont une fois, possibles. tout sera mesuré au soir du scrutin en fonction de l'interprétation que les Français eux-mêmes donneront à un vote qui est un vote de politique intérieure, alors que ça ne devrait pas l'être. Comme disent les gendarmes, l'enquête... Pardon ? Est en cours. L'enquête est en cours et il y a diverses possibilités. Mais selon vous, Catherine, ça va bousculer le jeu politique français? Écoutez, moi j'ai écouté, c'est bizarre parce que ça n'a pas fait de bruit. J'ai écouté François Bayrou ce week-end sur France Inter. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Non. Qui est pourtant un monsieur assez bien informé. Oui, qui est un expert en plus de l'analyse politique, ça c'est sûr. Et qui est bien au fait de ce qui se discute dans le palais. Il n'a pas exclu la dissolution. Il a dit que ça fait partie des hypothèses. Voilà. Et c'est bizarre parce que personne ne l'a repris. Pourtant, venant de la bouche de François Bayrou, ce n'est pas rien. Ce que je veux, et je crois, moi, que cette hypothèse-là est possible parce qu'il me semble que l'enjeu, c'est évidemment la question de l'accession au pouvoir de Marine Le Pen. Et que donc, il y a deux hypothèses. La première qui est on dissout
et on met Jordan Bardella Premier ministre et on le laisse. Mais est-ce qu'il se crame? Oui, On bien dit sûr, toujours il se crame. qu'il y a donc- la malédiction de Matignon. Absolument. On ne peut pas franchir... Donc ça peut être. donc, Moi, je ils l'ai n'ont pas compris. d'intérêt, le Bah, RN, à Oui, dissoudre. sauf qu'ils appellent à la dissolution. C'est-à-dire qu'ils disent, en gros, nous, on est prêts à prendre en main les rênes du pays. Et ça ne sera pas Marine Le Pen à Matignon. Si c'est Matignon, c'est pour Jordan Bardella. Et Jordan Bardella nous a montré qu'il n'était pas capable. En tout cas, Bayrou a conforté d'une certaine manière cette hypothèse. Moi, la deuxième chose que je vois, c'est que s'il n'y a pas ce Big Bang et qu'il y a un accord que je crois très peu probable, en fait, avec la droite, parce qu'évidemment, il y a les intérêts de la droite à ça. Ce que je vois, c'est qu'il va y avoir une autre question, c'est qui, finalement, est en position de battre Marine Le Pen en 2027. Et là, il y a quelque chose qui va se jouer, notamment à gauche, parce que, du coup, l'investissement qu'a mis le président de la République et son Premier ministre à dire « nous sommes les remparts contre le Rassemblement national, nous allons mobiliser contre le Rassemblement national » et qui n'a eu aucun effet, du coup, la balle revient dans le camp de la gauche. Est-ce que la gauche est capable de faire mieux ? D'autant moins d'effets qu'il ne peut pas se Oui. présenter. Et voilà, C'est mais ça, la donc, clé, hein. oui, mais est-ce que la gauche est capable de faire mieux ? Et là, c'est pour ça que je pense que, du coup, ce qui va se passer à gauche, est-ce que la gauche est capable de se redynamiser, de se remettre en ordre de marche, aura des conséquences. C'est un par la rêve ou une suite. possibilité? Non, alors, j'entends ce que dit Catherine, ce qui est très très juste, mais quelle gauche? Puisque Bah au oui, soir oui, du 9 c'est clair. juin, il y a la question de la recomposition de la gauche. Si, comme les sondages le montrent, mais ce n'est pas la vérité, c'est une perception du réel, ce n'est pas le résultat, la liste Raphaël Glucksmann, PS Place Publique, une ligne sociodémocrate pro-européenne, devance nettement 2 fois de plus d'intention de vote ou de voix de la liste de la gauche plus radicale de la France insoumise. On imagine peut-être que Jean-Luc Mélenchon, qui enjambe complètement cette élection pour se projeter sur 2027, c'est complètement orthogonal à ces différentes prises de position. On va peut-être faire une déclaration pour dire la patrie est en danger, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, c'est à la gauche de relever le gant. Mais voilà, et je fais aujourd'hui, donc il est l'homme le Matignon. plus riche Mais avec du qui cimetière, puisque à gauche, clair. il est le mieux placé, mais il est incapable d'élargir son socle et de gagner Oui, et- à un second tour. Il est même plutôt Et en train de puis, le par rétrécir, ailleurs, ouais. si effectivement Raphaël Glucksmann, donc, qui est le candidat du Parti socialiste, en partie, fait un bon score, comme celui que vous lui attribuez, c'est-à-dire 14, il y a pas, enfin, d'abord, immédiatement, on sait très bien que ça va poser quelques soucis, au Parti socialiste, dans la gauche social-démocrate, parce qu'on voit bien là que, par exemple, François Hollande qui va aller assister à un meeting, en fait, ça n'arrange pas du tout Raphaël Glucksmann, qui veut pas du tout s'encombrer de Hollande, mais il va y avoir ce genre de tambouille. Ensuite, par ailleurs, la gauche de gouvernement, on va dire, ne serait forte, peut rester forte, moyennement forte, on va dire, si les écologistes ne disparaissent pas du Parlement européen. Là, vous les donnez à 6-5, mais dans d'autres sondages, ils sont On à les a eu à 5. 5 il y a une semaine. Voilà. Donc, Tout le monde est remboursé de sa s'il y a campagne. On n'a pas cité le plus, si PC, les d'ailleurs, écolos ça. ne représentent plus rien, ça va être aussi un problème. Bon. Oui. Et enfin, pour la suite côté gouvernement, en dehors de l'hypothèse de la dissolution, on parle beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de rumeurs autour d'une coalition. Oui, avec Gérard Larcher. Voilà, et entre Emmanuel Macron et la droite, Mais oui, avec Gérard Larcher qui pourrait aller à Matignon. Moi, j'y crois pas vraiment beaucoup, je vous avoue. Et puis, tout ça va dépendre aussi du score que va faire à l'arrivée François-Xavier Bellamy. Parce que si les LR, effectivement, s'il fait moins bien que ce qu'il a fait la dernière fois, c'est-à-dire 8%, et là, vous le donnez à 7. Bon, bah là, les LR ne comptent plus vraiment. Oui, donc c'est leur intérêt aujourd'hui, la droite, de faire une coalition avec Emmanuel Macron. Tout dépend de leur score. Je pense que l'intérêt prévision de d'abord, 2027, c'est d'abord de faire campagne pour faire un score meilleur qu'en 2019. C'est aussi leur intérêt de faire campagne pour faire revenir, éviter plutôt les fuites d'électeurs de droite vers Jordan Bardella, qui prend quasiment un quart des sympathisants de droite, voire Marion Maréchal. Reconquête séduit une partie, il y a de la volatilité, il y a des zones de friction, si je puis dire, électorale entre un électorat de droite, LR, un électorat de droite extrême,
reconquête. François-Xavier Bellamy fait plutôt une bonne campagne, comme en 2019. Il apparaît comme l'honnête homme. C'est M. Smith au Sénat pour reprendre le film de Capra. Mais c'est vrai qu'il est peut-être un peu plombé par l'étiquette LR et par un problème de positionnement coincé entre la droite extrême et la majorité présidentielle, même si, contrairement à 2019, le risque de voir des électeurs de droite partir en fin de campagne sur la liste majoritaire apparaît beaucoup moins élevé qu'en 2019. Cela dit, ça nous renvoie à 2022, à l'élection. Oui. À partir du moment où il y avait une majorité relative, il eût été normal que Emmanuel Macron cherche à faire une coalition pour justement compenser la perte de majorité absolue et pour retrouver une majorité pour pouvoir agir. Et vers qui pouvait-il se tourner? Vers les LR. Ça reste vrai. Ça reste vrai, mais c'est un peu trop tard. C'est ça le problème d'Emmanuel Macron. Oui, mais dans ce cas, Mais cela dit, tout son parcours gouvernemental, toutes les décisions qu'il prend, sont quand même de plus en plus marquées à droite. Et donc sont quand même de plus en plus difficiles à récuser de la part des LR, même si les extrémistes au sein des LR veulent absolument voter une censure. Donc cette hypothèse, malgré tout, peut rester ouverte. Mais ça serait un sauf qui peut, contrairement à ce que ça aurait pu être mais ça ferait juste après 2022. Ça ferait les affaires de LR, parce qu'il retrouverait une assise, et il retrouverait des postes, et il retrouverait une capacité à faire élire davantage de députés qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Le rêve de devenir les radicaux de gauche du gouvernement, c'est quand même pas une utopie géniale, parce que c'est quand même être... Parce que vous raisonnez comme si Renaissance était un parti. Vous avez raison. Là, vous avez le champ libre. Oui, ce que je voulais, le point sur lequel je voulais insister, c'est ce que vous venez de rappeler, la volatilité entre la droite et l'extrême droite. Je pense que ça doit aussi faire prendre la mesure, pour que ce soit possible, ces échanges. Ça veut dire qu'en fait, il y a de la porosité. Il y a de la porosité idéologique. Ça veut dire que l'extrême droite, les idées de l'extrême droite ne sont pas circonscrites aux électeurs de l'extrême droite. Elles ont répandues dans la société. Exactement. Elles ont glissé et elles ont glissé assez loin, jusque peut-être même au sein de Renaissance. Mais est-ce qu'on peut dire, Frédéric Dabi, que Marine Le Pen a un peu bougé son logiciel économique, un peu moins à gauche, pour justement aller attraper les électeurs macronistes ou de droite, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins sur la ligne un peu trop de gauche, radicale, à un moment déjà, sur les retraites, etc. Elle a quand même beaucoup bougé sur l'Europe. En 2014, c'était un souhait d'un Frexit, la sortie de l'euro. En 2019, c'était encore cette ligne-là. Non, c'est la ligne Bardella. Et c'est vrai qu'on peut raisonner sur une hypothèse qui, pour l'instant, n'est pas fondée, de tension post-élection européenne entre Jordan Bardella, qui sortirait en majesté de cette élection, et Marine Le Pen, la candidate ringardisée. Personne ne peut être sûr de cette hypothèse. Par contre, je trouve que Jordan Bardella lui rend des services assez extraordinaires. Il élargit son socle électoral, il perce dans des catégories qui étaient souvent des terres inconnues pour le RN, les très jeunes, j'en ai parlé, les personnes donc ça a été un coup de maître, finalement, de faire son ticket à l'américaine. Oui, ça fait ce ticket, et ce ticket, elle commence à l'imposer. Maintenant, que se passera-t-il après le 9 juin? Personne ne peut le dire, mais c'est intéressant qu'on se penche sur l'après 9 juin, alors que traditionnellement, une élection européenne n'a jamais le moindre impact sur le cycle électoral. Mais là, n'oublions pas que, sauf dissolution, et on en parlait, ça sera le seul scrutin national du quinquennat. Le projet scrutin à dimension nationale, c'est en 2027. Donc on est sur une élection très différente des autres. Et c'est sûr, c'est qu'on sera déjà en 2027, le soir du... Oui, c'est ça. Bien sûr. Donc, sera déjà, mais je trouve que dans tout cela, il y a quelque chose qui ressort de la faute collective. C'est qu'on a très vite crédité Marine Le Pen de ce qu'elle disait, c'est-à-dire je ne suis plus contre l'Europe, je suis plus contre l'euro, je suis plus, etc. On l'a crédité de cela, alors que quand on détaille son programme, c'est un programme de détricotage de l'Europe, mais clandestin. De l'intérieur et clandestin, c'est-à-dire qu'elle ne va pas afficher. Au contraire, il suffit de regarder les votes du RN. Ils vont continuer à dire l'Union européenne est l'ennemi de l'Europe. Si l'Union européenne est l'ennemi de l'Europe, il faut détruire l'Union européenne pour sauver l'Europe. Et quand on regarde dans le détail leur programme, c'est du Orban à la sauce française. Oui, mais ils veulent conserver en fait un marché européen sur le plan économique. Oui, et ce qu'ils veulent déconstruire, c'est beaucoup sur les questions sociétales. L'urgence aujourd'hui, c'est la défense européenne. L'urgence aujourd'hui, c'est de s'éloigner de Poutine et non pas de s'en rapprocher ou d'en rester proche, comme Marine Le Pen
et ses amis sont restés proches de Vladimir Poutine. Enfin, et tout ça n'apparaîtra. Ils n'auront pas la majorité. Tout ça n'apparaîtra en pleine lumière que si elle est élue, mais il faudrait l'éviter, à mon avis, parce que sinon, Ils n'auront pas la majorité. lourdement. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen qui réagissait aux propos d'Emmanuel Macron donc en Allemagne lorsqu'il parle de vent mauvais. On écoute sa réponse. On est en semaine B, quoi. En semaine A, on est un parti républicain. En semaine B, on n'est pas un parti républicain. Avec Emmanuel Macron, ça change, ça tourne. Il suffit d'attendre 2-3 jours. Il essaye de mobiliser le peu d'électeurs qui lui reste. Mais justement, les peuples européens sont en train de se réveiller. Et il s'avère que dans beaucoup de pays d'Europe, les peuples ont décidé de confier à ceux qui défendent la nation, à ceux qui défendent plus de pouvoir à la nation et peut-être moins de pouvoir à l'Union européenne, le soin de s'en occuper. Comment expliquer ce mouvement effectivement européen, ce que Macron appelle les vents mauvais, et ce qu'appelle Marine Le Pen une espèce de réveil des nations? Il y a toute une série de raisons. D'abord, les thématiques. Et ça a été dit, il y a une victoire culturelle des idées de droite extrême. Une majorité de Français, je le dis, fait le lien entre insécurité et immigration en France et dans d'autres pays Voilà, je parlais au niveau européen. Oui, il y a une note de Marc Lazare de l'Institut Montaigne qui explique très bien ce mouvement de fond où maintenant les idées de la droite extrême sont reprises par des partis au pouvoir. Ce qui sort, ces partis de droite extrême qui sont divisés, vous le savez, au Parlement européen entre deux groupes qui s'entendent absolument pas. L'AfD vient d'être exclu du groupe Identité et Démocratie, ID. Mais l'important, c'est que d'une part, ces idées sortent du ghetto, si je puis dire, de la droite extrême, et que des gouvernants qui ne sont pas de droite extrême reprennent ces idées. Mais Marine Le Pen, elle n'est pas du tout dans le contexte de 2017-2019, où elle était sur une logique de vague. Elle disait le Brexit, la victoire de Trump, c'est notre tour. Elle se méfie de s'inscrire dans une filiation ou dans une association avec un parti d'extrême droite étranger. Elle est sur une solution française parce qu'elle sait que pour les électeurs, le primat national compte. Oui. Et la question qu'on peut bien évidemment se poser, c'est est-ce que ces européennes vont présager de la présidentielle en 2027 ? Alors nul ne le sait, mais il se passe il y a 3 ans. 3 ans, c'est quand même long. Mais quand même, ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est la seule élection nationale du quinquennat. Non, mais c'est certain que c'est pas du tout une bonne nouvelle que l'extrême droite totalise ce qu'elle va totaliser probablement le 9 juin pour ceux qui ne se réjouissent pas de la possible accession de Marine Le Pen. Moi, ce qui me semble, c'est qu'en effet, il faut comprendre ce mouvement, pas simplement à l'échelle française, mais à l'échelle internationale. Mon analyse, c'est que en fait, nous payons à l'échelle internationale, en France comme dans le reste du monde, nous sommes en train de payer les effets de la vague néolibérale qui a déferlé et qui a détricoté les protections sociales, les sécurités, et les gens souffrent en souffrance pour eux-mêmes, pour leur perspective, qui ne se sentent plus, qui n'ont plus de projet commun, et que donc il y a quelque chose qui leur est présenté, parce que je récuse totalement l'idée que Marine Le Pen ait une position de gauche sur le plan économique, pas du tout. Je pense qu'elle est nationaliste et qu'elle dit « je vais vous protéger ». Et donc, elle est en train de dire « on va refermer les frontières et qu'on va protéger les Français entre eux à l'intérieur des frontières ». Enfin, quand elle dit on revient à la retraite à 62 ans… Non, mais que la gauche le porte ne fait pas de Marine Le Pen une femme qui porte des idées de gauche. C'est ça que je veux dire. Non, mais elle picore à droite à gauche. Oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit il faut revenir à de la protection, de la sécurité pour la vie des gens. Oui. Et à mon avis, c'est sur ça qu'elle marche. C'est ça qu'elle est en train d'engranger, l'idée qu'il faut tout défaire à toute vitesse, libéraliser, mettre en concurrence à toute vitesse partout. Mais je veux dire, au quotidien, tous les gens avec qui nous parlons sont inquiets pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Donc il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne fait plus sens, pour collectif et qui ne fait plus sens individuel. Et celle qui, pour l'instant, arrive à proposer quelque chose, c'est Marine Le Pen. Moi, de mon côté, j'espère que d'autres solutions émergeront.
Emmanuel Macron a été le porteur de l'idée on va libéraliser la société. Et puis d'ailleurs, on va encore faire une loi travail qui est en perspective. C'est-à-dire qu'il est rentré en politique avec une loi travail qui détricotait le code du travail et il nous en promet encore une nouvelle après avoir encore affaibli les droits des chômeurs. C'est-à-dire qu'il détricote toutes les protections. D'accord, mais ça n'expliquerait pas que dans les autres pays également, mais c'est un mouvement mondial. Ce qui se passe, c'est passé aux États-Unis et se passe dans tous les pays mais regardez, européens. Obama a fait l'Obamacare et juste derrière est arrivé Donald Trump. Non, mais moi alors là, moi je pense pas que c'est pas à cause de l'Obamacare. Moi, ce que je pense, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu d'autres raisons qui ont conduit et ceux qui ont voté, qui ont donné la victoire à Trump, on le sait bien, c'est les rednecks, c'est-à-dire les ouvriers du nord des États-Unis qui ont perdu leur emploi parce qu'il a été délocalisé. Ce que je veux dire, c'est pas à cause de l'Obamacare que Obama perd. Il perd parce que la délocalisation et la mondialisation libérale, c'est à tout ravager. Et elle s'abat. Mais enfin, je veux dire, on est quand même à un niveau de pauvreté. Et on est, un niveau central. Oui, c'est central, mais c'est une explication. C'est un facteur d'explication. Moi, je ne crois pas que les immigrés soient la cause de ça. Moi, je pense que c'est les politiques néolibérales. Mais pour expliquer ce qui se passe, pour trouver une explication et une solution simple, c'est on va prendre dans les poches des chômeurs et des immigrés. Voilà, c'est la proposition que nous fait Marine Le Pen. Bon, bonne tirade de Catherine. J'ai une dernière question pour Jean-Marie. Donc, plusieurs pays, dont la Norvège, l'Espagne et l'Irlande, ont annoncé la reconnaissance d'un État palestinien. Emmanuel Macron a répondu qu'il ne fallait pas faire une reconnaissance d'émotion après les morts de Rafah. Il a demandé à Mahmoud Abbas des réformes pour reconnaître l'État de Palestine. A-t-il raison ou a-t-il tort, Jean-Marie ? Pardon. Ce qu'il dit, c'est vraiment au coin du bon sens. Simplement, c'est une question quand même très difficile parce que, a priori, on se dit reconnaître l'État palestinien, c'est forcer la main d'un gouvernement israélien qui ne veut pas en entendre parler. Et donc, c'est montrer à ce gouvernement israélien que la communauté internationale veut exiger les deux États, etc. En même temps, le choix du moment fait considérer les choses autrement parce qu'aujourd'hui, qui gouverne la future Palestine ? Le Hamas dans la bande de Gaza est un mouvement qui est quand même largement déconsidéré en Cisjordanie. Et donc c'est vrai qu'il y a à reconstruire une autorité, parce que si vous reconnaissez un État, il faut que vous vous adressiez à une autorité en particulier. Il faut que vous vous adressiez à un peuple, vous vous adressiez à un pays à l'intérieur de frontières. Quelles sont les frontières ? Quelle est l'autorité qui... Donc c'est vrai qu'on peut se dire il vaut mieux prendre du temps et attendre qu'on sorte de cette guerre pour enclencher un processus. Longtemps, hein. Non, ça dépend. On ne peut pas jurer à l'avance, on ne peut pas dire à l'avance, parce que les pressions sont quand même assez fortes sur Israël. Benny Gantz vient de démissionner, vient de quitter le gouvernement d'union, donc il n'y a plus de cabinet de guerre, puisque le principal opposant s'en va. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité de la société israélienne à se débarrasser d'un gouvernement qui aujourd'hui l'a entraîné dans l'impasse. Voilà. Et puis surtout la juxtaposition entre ce qui s'est passé au mois d'octobre, le 7 et 8 octobre, surtout le 7 octobre, et puis le Hamas, je veux dire, on ne peut pas ne pas en tenir compte, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. En tout cas, tant qu'il y a des otages aussi. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas un mouvement qui avait pour seul objectif d'éradiquer Israël et qui avait et qui a commencé son travail, si j'ose dire, son horrible travail dans cette journée-là. Donc je pense que la position d'Emmanuel Macron est plutôt sage, même si elle peut mécontenter ceux qui voudraient aller plus vite. Eh bien, c'est le temps de Véronique Reissoult avec la politique sur les réseaux. On va en parler d'ailleurs. Bonjour ma chère Véronique. Bonjour. Alors, on a l'habitude de dire qu'une campagne se joue sur les réseaux sociaux, ce que disait tout à l'heure aussi Frédéric. La campagne des élections européennes répond-elle à cette règle Eh bien, en fait, on a l'habitude de le dire, mais généralement, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais oui, cette fois-ci, pour plusieurs raisons. Alors, la première, parce que c'est un moyen pour activer les militants, comme vous l'avez fort bien expliqué, conforter aussi les convaincus et les mobiliser, parce qu'on a un sujet de « il faut aller voter », c'est particulièrement le cas pour le Rassemblement national. Ça permet aussi de tenter de convaincre les uns et les autres, et globalement, c'est une façon pour faire passer des messages. Alors la première des choses, c'est regarder les canaux de communication. Alors si on fait
un petit détail. Alors, c'est pas toujours très clair, mais en gros, c'est pour vous montrer les forces en présence. Donc, ce qui est en rouge, c'est là où sont les points forts. Donc, on voit bien que Jordan Bardella, comme vous l'avez dit, son point fort, c'est TikTok. Pour Marion Maréchal, elle a 2 points forts qui sont le réseau X et le réseau Facebook. Et pour Raphaël Glucksmann, c'est clairement le champion sur Instagram, mais on y reviendra. Donc en gros, là, ce sont leurs canaux d'expression. Ça veut dire qu'on parlera d'eux en soi. Ensuite, le sujet, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est de gagner en visibilité. Alors en visibilité, sur la compétition à la visibilité, eh bien, comme vous pouvez le constater, le premier, c'est encore Jordan Bardella, suivi en deuxième de Valérie Hayé et en troisième de Marion Maréchal. Alors, j'ai fait ressortir aussi Manon Aubry, qui est elle aussi bien placée, mais on verra pourquoi, parce qu'en fait, c'est un petit peu un autre sujet. Mais globalement, la visibilité, ça peut sembler être une bonne nouvelle. Dans le cas de Valérie Hayé, on va y revenir, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que c'est ce qu'on appelle une visibilité subie. Négative. Et c'est pas forcément positif. Donc, premier pas, il faut qu'on parle de vous. Le deuxième pas, c'est, et surtout là, c'est la dernière semaine, c'est l'engagement. Alors, l'engagement, c'est un vrai sujet. C'est quoi l'engagement? C'est les gens reprennent les messages qui parlent de vous ou que vous avez émis, et les commentent, les likes, les partages. Et là encore, le champion, c'est Monsieur Bardella, avec 3,3 millions d'engagements, donc c'est un vrai sujet. Mais vous avez en deuxième Marion Maréchal, qui a énormément gagné. Vous voyez, elle est à 1,5 million, et on reviendra dessus, mais globalement, elle est en train de monter avec des propos très clivants, mais elle ne gagne pas forcément des nouvelles personnes, elle renforce ceux qui hésitaient un peu. Et puis, on a en troisième Manon Aubry, qui, elle, comme vous l'avez vu, n'était pas très bien placée en visibilité, mais par contre, en engagement, est très fort, et on va y revenir. C'est en grande partie autour du sujet de la Palestine, mais donc, elle, l'engagement est fort. L'engagement, pourquoi est-ce que c'est aussi important une semaine avant? C'est que l'engagement, c'est le premier pas vers l'adhésion. C'est-à-dire que suivre ou s'abonner à un compte, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. En parler, on l'a vu avec Hayé, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. L'engagement, ça commence à être un début d'accord. En tout cas, c'est le premier pas vers une adhésion et vers un vote. Alors après, je vous ai fait un rapide top-flop. Voilà, ça fait toujours, ça simplifie. Alors les 3 meilleurs en termes de visibilité et d'engagement sont Bardella, Glucksmann et Maréchal, sachant que Madame Marion Maréchal monte plutôt, et elle monte, comme je vous le disais, avec des prises de parole très tranchées, et donc elle a un engagement fort, mais des gens qui la suivent. On a Monsieur Glucksmann qui, lui, descend. Et pourquoi il descend? Il a perdu 30 000 followers cette semaine. Et 30 000 followers, quand vous êtes dans la phase de conviction, c'est important. Et globalement, c'est essentiellement des gens qui sont à gauche, et c'est autour de la Palestine et de sa position sur la Palestine. Mais ça commence vraiment à le fragiliser. Et en plus, il les a perdus sur l'espace qui est important pour lui, qui est Instagram. Le top flop, le flop, les 3 plus mauvais, donc la championne dans le mauvais, c'est Madame Hayé. Pourquoi? Parce que, oui, elle a forte visibilité, mais extrêmement subie. Elle chute de plus en plus. Et elle chute pourquoi? Parce que les commentaires sont à chaque fois en train d'expliquer. Quand elle est citée, elle est toujours associée à un des membres du gouvernement, et en disant, mais pourquoi est-ce qu'elle ne porte pas toute seule? Énormément de critiques, de moins en moins d'adhésion et de moins en moins d'engagement. Madame la représentante, Madame Toussaint, des écolos, est elle aussi en chute. Ce qui est d'autant plus notable, c'est qu'elle n'est pas sur les espaces, comme vous le disiez tout à fait justement sur la campagne. Les jeunes ont des espaces bien spécifiques, elle n'y est pas. Et comme les jeunes sont le cœur de cible des écolos, c'est quand même un sujet. Je rappelle que Yannick Jadot gagne en points la dernière fois énormément. Pourquoi? Parce que sur Instagram, les jeunes, malgré lui, vont vers lui. Et là, elle n'y est pas. Et ils la jugent tous technocratiques en ayant un discours beaucoup trop loin de leur réalité. Et monsieur Bellamy, lui, il grimpe. Alors c'est un succès d'estime, on va dire. Il n'y a pas un engagement fou. Et en particulier, c'est souvent le rappel que c'est un LR. Et LR n'est pas une marque qui mobilise. Et c'est en grande partie grâce à ce que je vais vous montrer là, qui est sa fameuse sortie lors du débat, où il a dit « j'étais pas sûr que je viendrais ». Juste pour vous donner une idée de l'impact, 5,2 millions de vues. Vous savez quelle était l'audience de l'émission? 1,1 million. Ah. Donc la puissance des réseaux sociaux prend toute sa force, et la réalité des commentaires autour de ça. Et depuis, c'est pour ça que je dis un succès d'estime, c'est qu'ils avancent, ils regardent, il est très, très étudié.
Et enfin, dernier, et on ne fera pas le côté Palestine, parce qu'on me dit 1 minute, mais dernier, c'est que ces débats, ils sont toujours relayés sur les réseaux, et c'est intéressant parce qu'il y a des personnalités qui peuvent sortir. On le voit avec Bellamy. C'était le cas aussi de monsieur Léon Desfontaines, qui n'était pas très connu, et qui, lors du débat avec tous les candidats, est un peu apparu, en particulier avec sa fameuse sortie sur l'OSS 117 de la politique, en parlant à monsieur Bardella, et donc ça a plutôt plu. Ça a surtout bien mobilisé ces militants qui font que ces campagnes qui sont autour de jeux de mots aussi, puisqu'en 2005 j'ai voté non, mais en 2024 je vote Léon, ont eu une espèce de relan et de renouveau au moment de ce débat, et depuis il grimpe, certes. Il est loin, mais il grimpe doucement, en tout cas en notoriété, pour commencer. Voilà. Un peu comme... c'est le Roussel bis. Plus la peine de regarder la télé, si je comprends. En tout cas, pour les jeunes, c'est compliqué. Et en tout cas, il faut être là où ils sont. Et le grand principe, quand M. Glucksmann dit « je ne vais pas sur TikTok parce que c'est pas beau », du coup, il laisse la place aux autres. Ouais. Quand Mme Toussaint dit « non, c'est pas bien », laisse la place aux autres. Donc, c'est une question. Oui. Est-ce que vous laissez la place ou est-ce que vous essayez d'argumenter ? Vraie question. Merci, on n'a pas le temps de trop développer. Merci beaucoup Véronique pour ce... Dommage, vous avez fait une magnifique infographie sur la Palestine, mais on fera ça une autre fois. Voilà. C'est comme ça. Désolée, dommage, bien sûr. Mais le temps file. Merci à Flore Simon. C'est elle qui nous dispute dans l'oreillette. Merci Flore Simon, merci à toute l'équipe technique, à très vite.